Au XIXe siècle, le pays ici, donc l'Avonage et la Petite Camargue, vont se couvrir de temples. C'est-à-dire que les protestants ont enfin le droit d'exister. Donc ils vont vouloir se faire construire des temples. Ici, on a affaire à principalement des paysans, mais aussi des industriels, des gens qui ont un petit peu de l'argent. Grâce au recensement que Rabot le Jeune fait sur la commande de l'empereur, on sait à peu près de quoi vivaient les gens. Donc on sait qu'il y a une industrie très importante autour de la viticulture, des eaux-de-vie, mais aussi du molleton qu'on fabrique par exemple sur le secteur de Sommières. Donc ces protestants ont le droit non seulement d'exister, mais en plus ils ont un petit peu de moyens, ce qui fait qu'ils vont vouloir se payer de très beaux temples. Tout au début, ça ne va pas être possible directement parce qu'il y a trop de protestants. On affleure pratiquement 70 à 90%, comme ici même à Junas, de protestants sur l'ensemble de la commune. C'est-à-dire que sur 1100 habitants, il y a 1000 protestants. Donc on ne peut pas faire absolument des temples partout. Donc la première chose qu'on va faire d'abord, c'est débaucher d'anciennes églises qui étaient catholiques et qui donc vont être affectés au culte protestant. On a par exemple un bel exemple avec l'église d'Aiguevive qui date du XVIIe siècle et qui va être transformée par Durand en temple avec une réfection de la façade à colonnes qui est sa spécialité, la spécialité de Charles Durand. Mais les protestants ne vont pas se contenter de ça. Ils vont vouloir vraiment des choses qui vont marquer durablement le paysage et qui vont être empreints d'une nouvelle signification, de quelque chose qui va pouvoir finalement quelque part égaler les anciennes abbatiales ou les anciennes cathédrales. Et c'est là que le grand architecte Charles Durand, qui est montpelliérain, qui par ailleurs est architecte, ingénieur d'abord, puis architecte au département, va trouver là un terrain magnifique d'expérience et nous inventer le temple néoclassique dont les plus belles expériences architecturales vont être faites sur le pays, notamment dans la Petite Camargue. On a par exemple le temple de Vauvert ou le temple de Beauvoisin, qui sont des temples semi-circulaires de Charles Durand, qui sont construits, mais alors en pleine terreur blanche, c'est-à-dire dans des années entre 1817, 1818 et jusqu'à 1822. Et nous avons là donc l'Avonage et la Petite Camargue qui se couvrent de temples. Et il y a des chantiers absolument partout. Il invente véritablement le temple néoclassique. Nous avons aussi par exemple Calvisson, nous avons Saint-Laurent-des-Gouzes, à Quissac, où à chaque fois la marque de Charles Durand va être imprimée sur le temple, c'est-à-dire un frontispice triangulaire avec 4 colonnes. La colonne, c'est véritablement l'élément préféré de Charles Durand. Et on comprend pourquoi. Parce que d'abord, c'est un symbole de pouvoir. On trouve les colonnes sur les palais de justice. Il fait d'ailleurs le palais de justice de Nîmes, frontispice à colonne. C'est un symbole de pouvoir. Mais on connaît aussi la colonne dans les antiques. Et Dieu sait qu'on en a dans le Gard, puisque les Romains, eux aussi, avaient des colonnes. Et donc, il y a un double symbole, parce qu'il y a à la fois la puissance de la colonne, mais il y a aussi la pérennité qui est traduite par le fait qu'ici, on a des colonnes depuis 2000 ans. Donc ce double symbole va bien fonctionner dans la scolastique protestante, puisqu'il fallait quand même des choses très sobres, il fallait des choses qui ne soient pas très ostentatoires non plus, on respecte aussi le dogme quand même. Donc l'architecture néoclassique telle que Durand la propose fonctionne absolument avec ce que souhaitent les protestants. Donc ces plus beaux temples, les plus beaux temples de Charles Durand, eh bien ils vont être construits ici. Ici dans le Gard. Bien entendu, une partie de ces temples sont maintenant inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Nous en avons 5, ce qui est une richesse pour le patrimoine. Alors, ces temples monumentaux ne vont pas être les seuls construits à cette époque. Il va y avoir aussi d'autres temples de caractère, comme par exemple le temple de Salinel, qui a une allure de mission espagnole, qui est construit par Élisée Méjean dans les années 1840. On a plutôt l'impression d'être dans Vertigo d'Alfred Hitchcock quand on entre dans le parc du temple de Salinel. C'est un havre de paix, ce parc. Le temple de Salinel héberge la cloche du premier temple de Sommières qui date du XVIe siècle. Quelque part,
quand elle sonne au temple de Salinel, elle invite le visiteur à 500 ans de mémoire du protestantisme. C'est un des plus vieux témoins que nous avons de temples sur le secteur de l'Avonage. Mais on a aussi de tout petits temples comme le temple de Vestric, qui est un tout petit temple rural, mais à l'intérieur du temple de Vestric, on a une salle hypostyle magnifique qui est reconstituée et qui donne une ampleur à ce tout petit temple. Donc on a toute cette foison de construction qui occupe la première partie du XIXe siècle. Et puis, il y aura ensuite une deuxième phase de construction, tout aussi intéressante, tout aussi originale, mais beaucoup plus modeste sur le plan de l'expression architecturale. Et elle part de la loi Guizot. Alors la loi Guizot, elle est en 1833 parce que François Guizot, il est protestant nîmois et il a été nommé ministre de l'Instruction publique par Louis-Philippe. À partir de ce moment-là, on va, grâce à la loi Guizot, pouvoir émettre et même être obligé de construire des écoles communales dans les villages. Donc les anciennes écoles confessionnelles peuvent se transformer en écoles communales et même les confessions peuvent se doter de nouvelles écoles puisque l'ancien instituteur protestant, il devient instituteur public par le fait. Les protestants d'ici qui ont déjà beaucoup d'écoles vont sauter sur l'occasion et donc faire construire des temples, des écoles et quelquefois même des mairies-écoles dans les temples parce qu'ils ont la chance d'avoir les subventions. Il ne faut pas oublier que c'est plus eux qui payent de ce fait. C'est-à-dire que c'est l'État qui va donner des subventions pour créer ces écoles. Donc ils vont en profiter ici, comme c'est leur chasse gardée et que c'est eux qui s'occupent de l'éducation, principalement dans les villages depuis fort longtemps, eh bien c'est eux qui vont en profiter pour construire, cette fois-ci, des temples, des écoles, et quelquefois, ils mettent aussi, comme ce sont de tout petits villages, la mairie avec. Donc on va se trouver avec des projets magnifiques de mairie, temple, école, comme c'est le cas par exemple à Aubord. À Aubord, en 1839, le maire commande un entrepreneur sur un marché public, il lui commande la réalisation d'un temple, mairie-école pour la commune, et on peut encore le voir, il existe encore aujourd'hui ce temple. On a un autre cas à Canet-Cléran, un petit peu plus tard, en 1857, là c'est au moment de la loi Fallou et de la Seconde République, la loi Fallou qui rend aux congrégations religieuses la gestion des écoles, ce qui affole tous les protestants de France, puisqu'ils se revoient sous l'Ancien Régime obligés de mettre leurs enfants à l'école catholique. Là, c'est un protestant local qui est un républicain, M. Coste, Casimir Coste, qui, juste après la loi Fallou, va prendre un peu peur et va demander à la commune, qui n'a toujours pas de temple, il va donner un terrain, à condition qu'on construise dessus la mairie, le temple et l'école. Voilà. Donc là, on a deux cas magnifiques de temples directement liés à l'école. Sous la Troisième République, c'est très courant d'avoir une mairie-école. Il y en a partout dans tous les villages de France. Ce qui est rare, c'est d'avoir le temple mairie-école. Ça n'existe pas. On n'a pas d'église mairie-école non plus d'ailleurs. Hein. Mais là, nous avons deux cas quand même ici dans le pays. Et il y en a eu d'autres, mais malheureusement, pour des raisons d'architecture, ils n'ont pas été conservés en l'état parce que bien souvent, les écoles ont été déplacées pour être construites ailleurs. Donc ça, c'est quand même une particularité de ce pays, sachant qu'en plus, nous avons eu des circonscriptions républicaines extrêmement ferventes et extrêmement précoces, puisque ici, on devient républicain à partir de 1830, et qu'on décroche les deux premiers postes républicains au conseil départemental du Gard. Grâce au fait qu'ils vont soutenir la création de la Troisième République notamment, ils vont accompagner les lois de la laïcité qui vont conduire finalement à la séparation des églises et de l'État, la loi de 1905. Et chez nous, ça va s'exprimer encore dans l'architecture de nos temples, parce qu'ils vont demander que les inscriptions République française, liberté, égalité, fraternité soient inscrites non seulement sur les façades des temples, mais aussi bien sûr sur les façades des églises. Eh bien, nous conservons encore aujourd'hui dans le pays des églises et des temples qui ont ces inscriptions républicaines. Ça, c'est vraiment très très particulier. Alors, dans le cas de Canet-Cléran que je citais tout à l'heure, c'est d'autant plus difficile pour le visiteur de s'y retrouver
que la mention républicaine n'est pas sur la façade de la mairie qui jouxte le temple, mais sur la façade du temple. Et il n'y a vraiment que le drapeau qui est au-dessus de la porte de la mairie qui dit à l'administré quelle est la bonne porte pour aller, par exemple, au service de l'état civil. Et il y a aussi une autre rareté dans cette génération de temples de cette seconde phase du XIXe siècle, qui sont les temples aux livres. Les temples aux livres seraient très particuliers. Ce sont des temples qui n'existent qu'entre, en gros, 1840-45 et 1880. Et ces livres sont sur les façades des temples. On ne sait pas exactement pourquoi il y a ces livres sur ces temples. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y en a autant sur les temples réformés que sur les temples méthodistes. Ce n'est pas une question de famille protestante. Nous en avons plus d'une dizaine concentrés sur ce tout petit territoire. Nous sommes très peu en France à avoir ce type-là de concentration, parce que je n'en connais qu'une autre en Charente-Maritime. Et c'est vrai que cette particularité donne une saveur supplémentaire à l'architecture de ces temples protestants du pays de Vaunage et de Petite-Camargue.